Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous pour suivre ensemble la course qualificative du Grand Prix de Macao, première course du week-end dans cette Coupe du Monde de Formule Régionale. On a déjà eu les qualifications, on avait fait la preview ensemble mercredi soir. On avait dégagé certains favoris, certains outsiders en les classant, etc. Au final, les qualifications ont été très perturbées. Le début de week-end a été très perturbé, notamment par la pluie. On a aussi eu donc il y avait deux séances de qualification, la première sous la pluie, la deuxième sur le sec. Et en fait, cette deuxième séance de qualification sur le sec était tout simplement la première séance sur le sec. Donc, on peut un peu plus comprendre pourquoi il y a eu tant de drapeaux rouges. En combinant les deux séances de qualification, il y en a eu 12. C'est énorme. Alors évidemment, c'est des très jeunes pilotes qui n'ont pas l'habitude des circuits urbains. Donc évidemment, il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer ce nombre de drapeaux rouges, mais aussi quelque chose supplémentaire qui peut expliquer tout ça, c'est tout simplement le fait que c'était la première séance qui comptait vraiment, c'était la seule séance qui comptait. Et en plus, un circuit urbain, c'est difficile de doubler en dehors des crashs. Et en plus, les formules régionales, en tout cas ces formules régionales-là, les Tatus F3 T318, ne sont pas réputées pour leur capacité à dépasser. Ça a pris trop de risques, je pense. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de... Aussi, il y a des gens qui ont trop risqué, qui ont trop attaqué, mais il y a des gens aussi qui étaient tout simplement innocents et qui se sont pris les voitures qui s'étaient crashées juste devant eux. C'est notamment le cas de Dino Beganovic ou de Alex Dunn. Qui n'ont pas pu éviter Rintaro Sato et non pas Sota Ogawa comme je l'avais dit sur Twitter, mais ils n'ont pas pu éviter Rintaro Sato ou alors Evan Gilter qui n'a pas pu éviter la voiture de son coéquipier James Wharton. En attendant, ça nous a donné une grille de départ pour la course qualificative assez surprenante quand même. Oui, c'est pas mal les outsiders que moi personnellement et avec vous le chat on avait classé à 3 étoiles qui sont vraiment devant, alors que les pilotes à 5 étoiles, c'est plutôt en deuxième moitié de classement. Donc le départ de la course est prévu à 8h30 pour l'instant. Le stream n'a pas débuté, le stream de la FIA n'a pas débuté. Donc je vous tiendrai au courant dès que ça débute, puisque voilà, on a... Attendez, hop. Voilà, ici c'est prêt. C'est prêt au cas où. Donc voilà, le stream devrait commencer à 8h30, donc on a le temps de voir la grille de départ. Il y a aussi du manque d'espérance du double jaune en ville. Oui, je l'ai pas, j'en ai pas spécialement parlé sur Twitter, mais notamment c'était arrivé pour Evan Gilter, pour Dino Beganovic, pour Alex Dunn. Il y a un pilote il y a un pilote qui s'est crashé devant eux. Et je pense, ouais, ils ont pas assez ralenti. Ils ont pas assez ralenti, puisque quand il y a un double jaune, ça veut souvent dire que la voiture s'est mise dans le mur. Il y a très peu d'échappatoires. Il y en a quelques-uns, mais il y a très peu d'échappatoires à Macao. Et malheureusement, quand il y a un double drapeau jaune, voilà, au lieu d'essayer de finir ton tour, mais ça c'est un réflexe que, oui, enfin c'est normal que c'est normal. En tout cas, c'est un réflexe que ces pilotes qui n'ont jamais roulé dans des circuits urbains n'ont pas. Je suis assez d'accord avec ça. Et c'est vrai, comme le dit Cyclo-Exane, on a 3 Français dans le top 10. Je vous avais dit lors de la preview, que moi je voyais 3 Français dans le top 15, 2 dans le top 10, peut-être 1 dans le top 5. Et pour l'instant, on est un petit peu au-dessus de ces attentes. Donc on va remonter la grille de départ tout en surveillant là si ça lance à un moment. Un peu chiant avec la bande-annonce, parce que normalement le départ est à 8h30, donc il faudrait quand même qu'il lance le stream avant. Attendez, la course est delayed. Ah, la course est retardée. Très bien. Est-ce qu'on a un horaire? Est-ce qu'on a un horaire pour ça? Je vais aller voir sur ITS. Si vous voulez suivre le live timing, là, que la capture d'écran comme j'ai, elle vient de ITS Live, qui diffuse le live timing. Ouverture pit lane à 8h30. Bon, eh bien on va avoir le temps de parler de la grille de départ, de remonter cette grille depuis la 27e et dernière place. Ouais, c'est l'heure de préparer un café. Je vous avoue, moi j'ai déjà pris un petit déjeuner.
D'ailleurs, bon réveil à ceux qui rejoignent dans le chat. Donc, la course devrait partir quand même d'ici quelques minutes, mais peut-être pas à 8h30 pétante. Hein. Donc, la pole position a été réalisée par Ugo Chukwu. Ça peut être une sacrée surprise quand même au vu de sa saison de Freca. Mais le pilote américain, il finit très fort la saison. Il l'avait déjà montré à Monza avec une très belle victoire sur la dernière manche de Freca. Mais c'est vrai que Ugo Chukwu, il doit se remettre dans le bon sens de sa carrière. Il a peut-être vécu la saison la plus compliquée de sa carrière. Il a fini 11e de Freca. Et dans une préma, quand tes coéquipiers font premier et deuxième, c'est une catastrophe. Il avait fait une saison partielle de GB3, donc de F3 britannique, enfin partiel, un programme partiel avec Rodin Motorsport, où il avait été globalement dominé par son coéquipier Louis Sharp. Bref, voilà, il y avait toujours eu beaucoup de hype autour d'Ugo Chukwu, qu'on avait très vite comparé à un futur Lewis Hamilton parce que il fait partie de la McLaren Academy, parce que c'est un pilote métis, etc. Et qu'il avait des titres en karting, c'est un ancien champion d'Europe de karting. Donc voilà, ça avait généré beaucoup de hype, peut-être un peu trop. Et en F4, et surtout là cette année, ça a été une année très 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 compliquée pour l'ancien champion d'Euro 4. Mais voilà, l'an prochain il sera en Formule 3 chez Prema. Beaucoup, moi y compris, ont dit que c'était pas forcément mérité. Mais là, voilà, depuis Monza, depuis même Barcelone, en tout cas en Freca, depuis quelques semaines, il y a du mieux. Il y a du mieux. Alors on rappelle que c'est c'est le plus grand pilote de cette grille au sens de la taille. On sait que ça peut jouer un petit, ça peut donner un petit handicap dans sa carrière. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer, notamment avec les Formule 3, avec d'autres voitures. Mais en tout cas, Ugo Chukwu, il termine fort cette saison à pole pour 14 millièmes de seconde. Rendez-vous compte à quoi ça tient sur un circuit de 6 km qui fait 2 minutes 20. Est-ce que Macao compte vraiment dans une carrière ou c'est juste une exhibition un peu historique? Pour moi, c'est un peu des deux. Alors, je pense que ça compte peut-être un peu moins que ce que ça comptait à l'époque Hakkinen-Senna, par exemple, où là, c'était vraiment le rendez-vous à ne pas manquer. Là, on voit quand même qu'il y a des pilotes qui ont fait l'impasse, ou soit faute de budget, ou alors ils préféraient utiliser leur budget pour des tests en Formule 3. En fait, cette grille est quand même assez étrange, assez hétéroclite, avec des pilotes qui sont déjà en Formule 2, comme Oli Goethe, comme Dino Beganovic, qui va faire ses débuts en Formule 2 au Qatar à la fin du mois. On a des pilotes de Formule 3, ou bientôt annoncés en Formule 3, des pilotes de Freca, et ça c'est logique puisque c'est la Coupe du Monde de Formule régionale, c'est la première année où ce ne sont pas des F3 et pas des F4 chinoises qui sont utilisées, mais des formules régionales. Donc beaucoup de pilotes de Freca, mais aussi de formules régionales Moyen-Orient, Amérique, du Japon, d'Océanie, etc. C'est vraiment une Coupe du Monde de championnat des quatre coins du monde, et on a aussi des pilotes qui se préparent à la Freca pour 2025, des pilotes qui étaient en Formule 4. Donc on a des pilotes nés de la génération Beganovic qui sont de 2004, et des pilotes génération Dellini, Slater, Colnaghi qui sont de 2008. Donc ça crée, il y a quand même une différence de niveau, en tout cas d'expérience, de génération ici. Ils partent se mettre en grille. Le live il a commencé? Le live a commencé. Alors. Ok, ils partent se mettre en grille. Bon, on va continuer à parler de la grille de départ, et ensuite on remettra le live dès que ça sera un peu plus sérieux. Salut à ceux qui rejoignent dans le chat et bon réveil à tous, en tout cas pour ceux qui sont en France, en Europe, ou voilà, parce que s'il y en a qui sont en Asie ou en Amérique, je me doute que ça doit pas être la même ambiance. Mais là, moi je viens de me réveiller, hein. Donc Ugo Chukwu a créé quand même la surprise avec cette pole position aussi pour Eris, l'équipe française qui en est à sa première participation dans les rues de Macao. Il devance Oliver Goethe qui avait été le poleman provisoire sous la pluie lors de la Q1 et qui doit se contenter de la deuxième place, mais Oli Goethe il a l'air d'être en très 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 grande forme quand même. On rappelle Ugo Chukwu, Goethe, d'ailleurs Noël Léon aussi, ce top 3, ces trois pilotes qui ont déjà fait Macao l'an dernier. C'était certes sur des Formules 3, pas sur des formules régionales, mais ils ont quand même une expérience que la grande majorité des pilotes de cette grille n'ont pas.
Donc Oliver Goethe, le pilote F2 de MP, partira en deuxième position devant Noël Léon. Très belle surprise de la saison de Formule 3. Et honnêtement, regardez son dernier tour. Il a été interrompu par l'ultime drapeau rouge de cette journée de vendredi provoquée par Jet Bowling. Il avait l'air sur le point de peut-être faire signer le meilleur temps. Donc Noël Léon clairement pas à négliger dans cette lutte en partant de la 3e place. On rappelle en plus, Macao, c'est une énorme ligne droite jusqu'au premier freinage. Le premier freinage, c'est d'ailleurs le virage numéro 3. Il peut y avoir du grabuge même avant le premier freinage, ça s'est déjà vu. En 4e position, on retrouve notre premier français et notre premier rookie, Enzo Dellini, le français natif de Shanghai, semble à l'aise dans les rues de Macao, surtout il n'a pas fait d'erreur, ou en tout cas il n'a pas fait d'erreur qui a causé de drapeau rouge, comme certains qu'on verra un peu plus tard sur la grille de départ. Donc Enzo Dellini, c'est propre. 4e, par contre il y a quand même un écart à ne pas négliger, quand même 6 dixièmes et demi. Ouais, ça fait bizarre le retour dans la pit lane, je suis d'accord. Bah, je pense qu'ils doivent faire des tours de reconnaissance. Donc là ils sont rentrés dans la voie des stands. D'ailleurs on a Tuka Taponen à l'image, la 3e des Air Race pour Tuka Taponen qui était l'un des immenses favoris. Ça doit piquer quand tes coéquipiers sont 1er et 4e, que toi tu pars 20e. Voilà, ça va être compliqué pour le Finlandais. On continue cette grille de départ avec un autre pilote expérimenté, Mari Boya, qui avait été 4e du Grand Prix de Macao l'an passé. 6e, pour moi, c'est la surprise de ces qualifications, Cooper Webster. C'est un pilote que beaucoup de gens ne connaissent pas parce il n'a évolué que dans des championnats mineurs faute de budget. C'est un ancien sim racer de 21 ans si je ne dis pas de bêtises. Cooper Webster, champion de F4 indienne. Ça fait pas rêver sur le palmarès, mais champion quand même. Vice-champion de GB4, c'est un pilote qui a un background assez atypique et qui n'a jamais eu vraiment les opportunités pour concourir dans des championnats majeurs. Et là, c'est la première fois qu'on le voit dans une grille internationale, on va dire, et ça performe. C'est très intéressant, surtout avec une Evans Grand Prix qui n'est pas l'équipe la plus réputée, on va dire. Donc à suivre, clairement, c'est le 2e meilleur rookie. Freddy Slater partira de la 7e position. On en parle de tes prédictions. Alors, c'est pas ma faute si les gens savent pas, si les favoris savent pas éviter des voitures. Je pouvais pas prévoir ça. 7e, Freddy Slater, c'est la meilleure des prémas et c'est une grosse surprise. Au final, le voir 7e, c'est une petite déception un peu, parce que j'avoue qu'avec une préma, je l'attendais un peu plus haut. Freddy Slater, lui qui a déjà concouru dans les rues de Macao, qui avait fait, mais en F4, il avait déjà fait Macao. Donc 7e, au moins, il a évité les ennuis et part aux avant-postes. Ce n'est pas le cas de ses coéquipiers. Ensuite, on retrouve, pour compléter cette 4e ligne, la première des Saint-Éloque, notre 2e français, Théophile Naël. Théophile Naël qui, quelque part, s'en sort bien, on va dire. Il n'a pu faire que 2 tours vraiment compétitifs. Il a été vraiment pas mal interrompu par les drapeaux rouges qui n'ont cessé d'émailler la séance de qualification. Donc Théophile Naël s'en sort avec une 8e place, mais j'ai quand même tendance à penser qu'il pouvait faire peut-être encore mieux. Mais bon, voilà, c'était les mêmes conditions pour tout le monde, les drapeaux rouges ils étaient là pour tout le monde, au moins voilà, il a réussi à mettre un temps en banque et un temps compétitif, donc il partira en 8e position, il y a de quoi faire de belles choses, il partira devant l'autre français, Evan Gilter, la meilleure des ART, Evan Gilter qui avait peut-être aussi un peu plus de potentiel que son classement ne le laisse penser. Evan Gilter qui a dû essayer d'éviter son coéquipier James Wharton qui s'était mis dans le mur, mais malheureusement en vain. Ça reste quand même une belle 9e place. Il y a de quoi faire de belles choses là aussi, et on sait que les qualifications c'est son point faible, en tout cas c'est ce qu'il avait montré durant sa saison de Freca. Mais en course, Evan Gilter, c'est un pilote qui sait dépasser, c'est un pilote qui sait remonter. Donc c'était pas Lee dans le mur, non, c'était James Wharton. Canatoli, il a pas fait la séance. Il a eu un problème, je crois, de boîte de vitesse, de ce que j'ai compris, mais je dis peut-être, enfin, il a eu un problème mécanique en tout début de séance, puisque Evan Gilter et James Wharton, bah vous voyez, Gilter n'a fait que 12 tours, Wharton 13, Canatoli 2 tours. Donc il a juste fait le tout début de séance. C'est James Wharton qui s'est mis dans le mur, et Evan Gilter a dû essayer de l'éviter, mais voilà, c'est pas passé. Mais voilà,
comme l'avait dit Morgan, si il y avait les doubles drapeaux jaunes. Donc, s'il avait peut-être un peu plus ralenti. Et... Bon, bref, on refait pas l'histoire, ça reste quand même une 9ème place assez intéressante pour Evan Gilter. Comment ils ont déterminé les numéros des pilotes? Parce qu'ils avaient un sacré avantage chez MP pour les qualifs. Alors, je dis... Ouais, non, j'allais dire probablement une bêtise. Je sais pas vraiment, puisque c'est pas forcément comparé à l'année précédente, puisque bah, l'année précédente, Hightech avait gagné, et Hightech n'est pas présente sur la grille en formule régionale. Et Air-Race, pourquoi c'est la deuxième équipe? Enfin, pourquoi elle a le numéro 4, 5, 6 alors que bah, c'est une équipe qui n'était pas là l'an dernier? J'avoue ne pas avoir d'idée. C'est pas les numéros fétiches des pilotes. Enzo Dellini, son numéro par exemple, c'est le numéro 23. Evan Gilter, c'est le 95. Théophile le 4. Je sais pas trop comment ces numéros ont été décidés, pour être honnête. Les pilotes sont toujours en train de faire des tours de reconnaissance. Ça serait dommage de se mettre dans le mur dès maintenant, avant même le tour de formation. Ils font des tours de reconnaissance vachement rapides en tout cas. On continue d'égrainer cette grille de départ avec Matteo De Palo sur la PHM qui partira de la 10e position. Le pilote italien qui devrait peut-être rejoindre Trident l'an prochain en FRECA. On retrouve ensuite James Wharton, celui qui a provoqué l'un des drapeaux rouges, la deuxième des ART, au final un peu 11e, enfin seulement 11e j'ai envie de dire. C'était aussi l'un des favoris du fait de sa très belle saison en FRECA où il semble vraiment avoir passé un cap. Là, il rentre un peu plus dans le rang, mais quand même, on sent que voilà, Gilda et Wharton, ils auraient pu être vraiment plus haut. Donc un peu frustrant, mais voilà, c'est des pilotes qui peuvent remonter en course. On a ensuite Rachid Al-Daeri, le pilote émirati qui qui fait son premier week-end en formule régionale. C'est des plutôt bons débuts pour le pilote émirati qui avait déjà été impressionnant en essai. Rachid Al-Daeri, il est chez PHM ce week-end et il sera chez Prema l'an prochain. On retrouve Jin Nakamura qui a provoqué aussi l'un des drapeaux rouges de la séance de qualification. Le pilote Toyota qui partira 13e devant Mattia Colnaghi. Mattia Colnaghi, franchement, très belle surprise. Très belle surprise. Alors certes, vous me direz son coéquipier Goethe part deuxième, mais Goethe, il a une expérience monstrueuse en formule de promotion, en formule régionale, en F3, en F2, etc. Colnaghi, il n'a fait qu'une journée d'essai avant Macao en formule régionale. C'est impressionnant. C'est impressionnant ce qu'il a fait Mattia Colnaghi, tout frais champion de Formule 4 espagnol. On retrouve ensuite Dino Beganovic, seulement 15e, le nouveau pilote F2 de Dams qui partira vraiment au cœur du peloton, là où il y a probablement le plus de danger. Tu sais pas ce que les gens derrière vont faire, si les gens derrière vont faire un strike, tu sais pas s'il va y avoir du grabuge devant. C'est le pire endroit pour l'un des favoris, Dino Beganovic, qui va devoir essayer de remonter, mais vous voyez, il n'a fait que 2 tours, c'est presque miraculeux qu'il ait réussi à sauver une 15e place, et ça montre qu'il avait quand même un sacré potentiel. Ensuite, on retrouve la 3e des MP, Valerio Rinicella. Compliqué son année pour être déjà battu par Mattia Colnaghi, ça pique un peu pour le pilote italien, le protégé de Giancarlo Fisichella. Alors que les voitures commencent à se mettre en grille, on va continuer d'égrainer la grille de départ. On a ensuite la 2e des Saint-Éloque, le coéquipier de Théophile, Alexander Akazava. Percy, tu as vu que certains pilotes avaient une T-Cam, tu penses qu'ils pourraient en équiper les voitures en FRECA aussi? En tout cas, ça serait cool. Alors, oui, on a beaucoup de caméras... Bon, il les montre pas, il les montre pas à ce moment-là, mais il y a beaucoup de caméras embarquées en FRECA, mais c'est des caméras embarquées qui existent déjà en FRECA. C'est juste que la réalisation n'utilise pas ces caméras. Mais oui, on pourrait avoir plein d'onboard en FRECA. On pourrait même avoir plein d'onboard en F4 française. Mais c'est voilà, on préfère garder ça en interne entre ingénieurs, entre mécanos, etc. Donc bon, c'est un peu dommage parce que je trouve que ça ajoute pas mal. En tout cas, je suis très content en tout cas qu'il y ait les on-board à Macao puisque c'est quand même l'un des intérêts de Macao. C'est voilà, avoir la caméra embarquée, les voir passer à 200 à l'heure entre les rails, c'est ça qui est vraiment intéressant quoi. Je suis assez surpris que Goethe n'ait toujours pas dégagé du Red Bull Junior Team.
Je pense qu'il doit avoir certains arguments financiers quand même. Et oui, oh, regardez qui on voit à l'image, on voit Adrien David. On voit Adrien David qui coach Enzo Dell'Ini, qui lui donne certains conseils. Voilà. Petit caméo d'Adrien David sur le live. Et puis Goethe, l'air de rien, pour l'instant il fait un excellent début de week-end de Macao. Hein. Alors évidemment, c'est l'un des pilotes les plus expérimentés quand même, mais il a fait aucune erreur, il a évité tous les crashs, etc. Hein. Toujours autant un stream de Goethe Hater. Et on verra, mais qu'il me fasse mentir. Qu'il me fasse mentir. Non, en attendant, c'est un excellent début de week-end et je l'attendais pas à un pareil niveau, pour être parfaitement honnête. Et on va voir ce que ça va donner. Ça va être très intéressant, hein, puisque Hugo Choukou, c'est un profil complètement différent. Bon, attendez, je pense qu'on va mettre ça en plein écran. Hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu la chronique Adrien David, c'est vrai. Mais il est toujours là, il a fait le voyage à Macao pour accompagner Enzo Dell'Ini. Alors qu'on a Théophile Naël à l'image, donc là on va continuer de reprendre la grille de départ là où on s'en était arrêté presque. Théophile Naël, malheureusement, coaché lui par Alessandro Guiretti, un ancien coéquipier de Théo Pourchère, où malheureusement ça s'est un peu moins bien passé, il est engagé dans la course de GT4 à Macao pour Guiretti, malheureusement il a craché en qualification, donc il va devoir remonter. On a Evan Gilter, 9ème, lui aussi va vouloir remonter en course. Comme je l'ai dit, vraiment ça peut être l'un de ses points forts à Evan Gilter. Ce qui m'intéresse aussi pour l'un de nos autres Français, Théophile Naël, c'est les départs. Alors, j'ai pas envie de lui porter la poisse ou quoi que ce soit, mais ça reste l'une de ses grandes forces principales à Théophile Naël, c'est les départs. On l'a vu en début de saison au Moyen-Orient, on l'a vu cette année en FRECA, que ce soit à Hockenheim, au Red Bull Ring, à Monza, il est très très fort sur les départs. Donc on va voir ce que ça va donner pour le pilote français. On retrouvera Matteo De Pallo, son ancien coéquipier qui partira juste derrière lui. Alors que pourquoi on monte Jin Nakamura en dehors de la voiture? Non, a priori c'est... Non, je crois que c'est juste des encouragements, je pense pas qu'il abandonne, mais plan assez bizarre. Mattia Colnaghi qui part de la 13e position. Tout frais champion de F4 espagnol, hein. Enfin vraiment il a fait une très très grande performance, une très très belle remontée. Alors je ne sais pas pourquoi on n'a pas montré James Wharton. Hein. Oui, James Wharton, 14e. Oh, il y a eu un petit changement sur la grille de départ. James Wharton était 11e des qualifications. Est-ce que pour avoir provoqué le drapeau rouge, il a perdu son meilleur temps? James Wharton ne partira que 14e sur la grille de départ. Ça, c'est un petit changement. C'est un petit changement, surtout que ça peut être un favori. Et par contre, on retrouve Dino Beganovic en 15e position. Donc, alors, ça veut dire quand même qu'ils ont loupé un pilote, puisque ça veut dire que Rachid Aldairi, qu'on n'a pas vu à l'écran, est monté en 11e position. Le pilote PHM. Ouais, 3 places de pénalité pour James Wharton, qui partira de la 7e ligne. Et non, on s'arrête là, d'accord. Non, on n'a pas envie de compléter la grille de départ. Non, pas pertinent. Non, c'est vrai, les autres pilotes derrière, c'est pas pertinent. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gros noms, hein, puisque après Alexander Abkazava, qui était 17ème, le pilote kazakh de Saint-Éloque, on retrouvait Alex Dunn, qui est peut-être juste l'un des plus gros favoris de cette course, 18ème, éliminé en même temps que Dino Beganovic, en voulant éviter Rintaro Sato, qui avait causé le premier drapeau rouge de la séance de qualification. Alex Dunn, seulement 18ème. 19ème, un autre pilote japonais, Sota Ogawa, le doyen de cette grille de départ, 25 ans, né en 1999, champion de formule régionale japonaise. 20ème, un autre immense favori, Tuka Taponen sur sa R-Ace. Tuka Taponen sur sa R-Ace qui voilà, malheureusement s'est craché tout seul lors de la séance de qualification. 21ème, le pilote local Thiago Rodriguez, l'ancien champion de F4 chinoise. On a ensuite Ruiki Liu, Rikuto Kobayashi, Jet Baoling, Rintaro Sato, Kaida Yanani et la 3ème DRT Kanato Lee. On voit la grille de départ à l'écran, on va pas tarder à approcher du début du tour de formation. Combien de pilotes passeront le premier tour selon toi? C'est franchement pas évident, mais moi je vois, enfin... Allez, je vois bien 3 abandons. 3 abandons. Alex Dunn, oui, que j'avais placé en tant que favori numéro 1, bah c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'arguments pour ça. Hein. Après, on rappelle, il y a 2 courses. Là, c'est la course qualificative qui va déterminer l'ordre de départ du Grand Prix, du vrai Grand Prix qui aura lieu demain à la même heure. Il peut y avoir des surprises. On peut avoir une grille de départ complètement chamboulée s'il y a le chaos devant, si les pilotes derrière arrivent à éviter tout le monde.
on peut avoir une grille de départ du Grand Prix qui peut complètement changer, hein. On rappelle que le tenant du titre ici à Macao, c'est Luke Browning, qui a fini ensuite troisième de Formule 3. Donc à l'époque, c'était la Coupe du Monde de Formule 3. Désormais, aujourd'hui, c'est la Coupe du Monde de Formule régionale. Donc c'est des voitures différentes. Des voitures que connaît par cœur notamment Ugo Gochukwu, qui a fait toute sa saison sur cette voiture. C'est le cas d'Enzo Dellini aussi. Après, c'est pas exactement forcément les mêmes moteurs, les mêmes pneus, etc. Il y a quand même des différences. Mais ça peut être un petit avantage. Après, pour moi, l'avantage surtout, ouais, alors que le ciel s'obscurcit, hein. Le ciel s'obscurcit, donc il peut y avoir du chaos. S'il pleut, il s'arrête au stand pour changer de pneus. Pour moi, il y aura drapeau rouge. Ouais, pour moi, il y aura drapeau rouge, puisque là, tout le monde est en pneus secs. Les équipes de formule régionale ne sont pas formées, pas habilitées à faire vraiment des arrêts au stand. Normalement, il y aura drapeau rouge si il y a vraiment de la pluie et que tout le monde est forcé de changer les pneus. Parce que vous imaginez, enfin les équipes qui ont 3 voitures, non, il n'y a pas assez de personnes pour faire des changements de pneus, ça serait le chaos. Alors on aura une petite confusion, hein. Au départ il y a 2 Red Bull, hein. La Red Bull numéro 1 c'est la Red Bull d'Oli Goethe qui est sur la première ligne, qui partira deuxième, et la Red Bull numéro 5 c'est celle d'Enzo Dellini, voilà, le meilleur rookie de cette séance de qualification. Un live persis ce matin, c'est ma seule motivation pour prendre le chemin du travail. Énorme force à ceux qui travaillent ce week-end. Moi, heureusement, je sors de garde. Enfin, je sors de garde. Ma garde était jeudi soir, mais là, j'ai un bon week-end pour bien profiter du Grand Prix de Macao. Je suis bien content de tout ça. Saint-Éloque qui va claquer une seconde vite pour le changement de pneus. On peut toujours rêver. Après, voilà, moi, je pense honnêtement que la direction de course ne prendra pas de risque. En plus, Macao, circuit urbain, etc. Je pense qu'il y aura vraiment pas de risque qui sera pris en cas de pluie, en cas de changement, de pneus. Alors que les derniers mécaniciens s'éloignent de la grille de départ. On va pas tarder à commencer le tour de formation. Dino Beganovic à l'image, qui, je sais pas dans quel état d'esprit il doit être, puisque 15e, partir 15e, c'est pas non plus la fin du monde complète, surtout après n'avoir fait que 2 tours comparé à certains pilotes qui ont pu faire 18 tours. C'est pas la fin du monde non plus, mais il n'empêche, ça va être dur de... Lui, son objectif, c'est pas de faire un top 10, son objectif, c'est la victoire. Quand t'es pilote de F2, que tu descends à la Coupe du Monde de Formule régionale, ton objectif, c'est pas de faire de la figuration. Donc, je pense qu'il va essayer d'attaquer. Ça va être le cas notamment d'Alex Dunn aussi, qu'on pourrait retrouver en Formule 2 très bientôt aussi. Le tour de formation est parti. Petit problème, il y a un calage. Il y a un calage pour Mari Boya. Oh, il pourrait... attendez, est-ce que c'est pas Evan Gilter? Est-ce que c'est pas Evan Gilter là qui... Non, ça va, il est parti. Il est parti. Mais par contre, ça ne part pas pour Mari Boya. Le pilote espagnol, 5e, qui est immobilisé sur la grille de départ. Est-ce qu'il va pouvoir relancer? Honnêtement, je ne pense pas, hein. Si t'arrives pas à partir maintenant... Boya qui a 3000 courses d'expérience pourtant. Ouais, je suis d'accord. En plus, cette voiture, il la connaît très bien, hein. Il a fait un week-end d'Eurocup 3 le week-end dernier. Il était en Eurocup 3. L'Eurocup 3 qui utilise les mêmes voitures, les mêmes châssis en tout cas, mais avec un kit aéro différent. Donc normalement, l'embrayage de la voiture, il est censé connaître. Alors... grosse surprise, puisque là, Mari Boya, ça pouvait être quand même un sérieux outsider. Et donc là, oui, c'est bien, ouais, c'est Evan Gilter, hein, qui avait aussi calé, donc il va devoir vite reprendre sa position. Il va devoir vite rattraper sa position. Mais c'est bien Evan Gilter, hein, la deuxième voiture qui était proche du calage. Ça commence fort, ça commence fort. Tour de formation, déjà un outsider éliminé, Mari Boya. Alors voilà, je m'inquiète pas trop pour Evan Gilter, il faudrait qu'il récupère rapidement sa place quand même. Oui, c'est bon, il a récupéré sa place. Il est devant les PHM de Depalo et Aldairi. C'est bon, pas d'inquiétude pour Evan Gilter, mais ça va pas forcément le mettre en confiance pour le départ. On va voir. Une voiture de formule de promotion qui cale sans raison, je tombe des nues. En vrai, l'Africa, il n'y a pas... Mari Boya qui a pu repartir. Alors, il a pu repartir, mais beaucoup trop tard. Pour moi, il n'aura jamais assez de temps pour récupérer sa place, hein. Mais Mari Boya est parti. Pour moi, il va devoir partir des stands, hein.
Donc on rappelle la règle. Normalement, il y a une ligne de safety car qui est proche de l'avant-dernier virage. Et c'est à cette ligne-là que Mariboya est censé avoir récupéré sa position. Mais vous voyez, Mariboya, il devrait être là à l'écran maintenant. Il n'y a aucune chance qu'il rattrape sa position d'ici là. Il a été aidé par des mécanos, donc départ des stands. Déjà, oui. Oh, déjà, oui, il pourrait même être disqualifié pour ça. Non, enfin, non, oui, pour moi, départ des stands. Hein. Départ des stands, forcément. Hein. Alors, vous voyez, on voit pas du tout Mariboya à l'écran. Hein. Ouais, alors les moteurs sont pas, les moteurs sont censés être assez fiables et c'est vrai qu'en côté embrayage, il n'y a pas eu trop de soucis en fracas cette année. Hein. Alors, aussi quelque chose à surveiller, je pense que c'est cette épingle là, c'est une belle opportunité de dépassement, mais très souvent, en tout cas ces dernières années, au premier tour, on n'avait pas le droit de dépasser ici parce que les années précédentes, quand on essayait de dépasser à cet endroit, ça finissait en crash à 100% des cas. Donc souvent, il y a un drapeau jaune au premier tour à cet endroit, à l'épingle qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, drapeau jaune permanent, ouais, voilà. C'est dommage puisque c'est une sublime opportunité de dépassement, mais voilà, ça peut très mal finir, quoi. Elle passe à 2, oh, je pense, hein, ça peut, mais voilà, les commissaires veulent pas prendre le risque. Hein. Les commissaires veulent clairement pas prendre le risque. Oui, voilà, souvent, quand tu essaies de passer l'épingle à 2, ça finit plus souvent dans le mur. Hein. Alors que Mariboya, oui, Mariboya, il arrive sur les dernières voitures, mais c'est trop tard, c'est beaucoup trop tard, là. Oh là là. En plus, ça crée une situation vraiment dangereuse. Mais pour moi, c'est cette ligne. Hein. Pour moi, c'est cette ligne où il devait rattraper tout le monde. Pour moi, non, il doit rentrer au stand. Et il rentre au stand. Ouh là là, la RT qui faisait chauffer ses gommes, c'était James Wharton. On a failli avoir un accrochage à cet endroit. Vu le nombre de drapeaux rouges pendant la qualif, ils vont pas tester. Ouais, non, clairement en plus. Hein. Tous les pilotes qui ont été invités qui ont été appelés à un briefing supplémentaire concernant la sécurité, concernant les standards de pilotage, etc. Donc clairement, cette épingle va rester sous drapeau jaune. Les premières voitures s'immobilisent sur la grille de départ. Ça sera sans Mariboya, sans personne sur la 5e position. Mariboya qui va s'élancer des stands. On a à l'image de la dernière voiture sur cette grille, Kanatoli, le pilote japonais qui avait fait une bonne saison de fracas avec G4 Racing, qui pourrait peut-être rejoindre ART cette année, enfin l'année prochaine en fracas. On est bientôt parti pour cette course qualificative du Grand Prix de Macao. Ugo Oguchuku à gauche de l'image, Oli Goethe à droite, Enzo Dellini, la deuxième Red Bull à droite. Les feux s'allument. Et on est parti. C'est un bon départ je trouve de Noël Léon, Enzo Dellini qui va prendre l'aspiration, la ligne droite est extrêmement longue, on va avoir 2 virages avant le premier freinage. Oli Goethe qui est déjà à hauteur d'Ugo Oguchuku, c'est la Enzo Dellini qui essaye aussi de prendre l'aspiration d'Oli Goethe. Oh Théophile Nael qui essaye de déborder à l'intérieur, attention, il peut vite y avoir du grabuge. Théophile Nael qui est déjà 7ème. Ugo Oguchuku oh il y a eu un gros crash derrière. Oh, de toute façon, il va y avoir un drapeau rouge. Attention à ce premier freinage. Enzo Dellini qui va essayer de passer à l'extérieur. Oh, il va essayer de déborder Noël Léon. Noël Léon qui a failli la perdre. Et ça passe pour tout le monde au premier freinage. Oh, ça va être le red flag. Hein. De toute façon, oh là là, le chaos. Alors, c'est une voiture Alors, il y a une voiture d'une équipe japonaise. Alors, je ne sais pas, vu que les numéros sont arrachés, je ne peux pas reconnaître... ouais, Dellini, il a failli passer. Mais malheureusement, je ne sais trop comment Noël Léon a réussi à garder sa position alors qu'il a failli la perdre. Enzo Dellini qui se contente de la 4ème position pour le moment. Très bon départ de Freddy Slater, 5ème, qui a réussi à dépasser Cooper Webster. Théophile Nael, lui aussi qui a gagné des positions au départ, 7ème. Evan Gilter, 9, Wharton, 10. Begonovic qui a déjà gagné 3 places. En partant 15ème, il est déjà 12ème. Alex Dunn aussi, très bon départ, il a gagné 4 places. Et donc, oh, c'est tout, oh, Tuka Taponen est dans le crash. C'est Tuka Taponen, l'autre voiture qui est impliquée dans le crash. Mais de toute façon, il va falloir, qu'est-ce qu'on attend en fait? Mais qu'est-ce qu'on attend en fait? Pourquoi on n'est toujours pas sous drapeau rouge là? Enfin, sous voiture de sécurité au moins? Oui, voilà, drapeau de safety car, enfin.
Alors le week-end de Tuka Taponen part à la catastrophe. Part complètement à la catastrophe. Il partait 20e. Il partait 20e et donc voilà, on le savait qu'au milieu de peloton, c'était là où il y avait le plus de chances qu'il y ait de se faire accidenter. J'avais évoqué ça pour Dino Beganovic, lui a réussi à bien s'en sortir. Il a gagné 3 positions, le pilote Dams de Formule 2. On va revoir ce qui s'est passé. Ouais, donc c'est Sota Ogawa qui la perd tout seul. Et... Mais attendez, Taponen, ouais, Taponen il est un peu caché, il est dans le rail. Mais je crois que c'est vraiment Sota Ogawa qui la perd. Oh, et non, en fait, Sota Ogawa et Taponen ont fait la même erreur. Et Sota Ogawa a ensuite traversé la piste. On va revoir en caméra embarquée de Tuka Taponen. Et c'est Sota Ogawa qui est juste devant lui. Et ben on va voir ça. Les deux vont faire la même erreur au virage qui va aller à droite. Taponen qui a essayé de prendre la... Oh, il a essayé de prendre la spirale. Oh, c'est vrai. La voiture est dans le même état qu'après les séances de qualification. La même roue avant gauche tordue. Le week-end complètement catastrophique pour Tuka Taponen. Et voilà, les deux voitures qui vont être évacuées. Le champion de Formule régionale japonaise 2023 et le champion de Formule régionale Moyen-Orient 2024 déjà éliminé. Bon, évidemment, Tuka Taponen était bien plus favori que le pilote japonais. Pneu froid sur plein de vitesses, ouais, et puis à voir selon les aspirations, mais je pense que Tuka Taponen a pu être un peu déventé. Il était entre deux aspis. Il était entre l'aspi de la prima de, j'imagine, Beganovic, ou peut-être Dunn, non, je pense la prima de Dunn, et du coup la TGM de Sota Ogawa. En tout cas, très gros boulot de la part des commissaires de course qui ont déjà évacué les deux voitures, donc ça devrait relancer. Bon, elle fait peur cette caméra quand même, où on voit juste les débris à droite de l'écran. Oh, il y a une Evans Grand Prix aussi qui a dû perdre plein de places. Et Enzo Dellini, il aurait pu se faire emmener par Noël Léon aussi. On va pas le revoir à ce point-là, mais au premier freinage, Noël Léon, il a failli la perdre et emmener Dellini avec lui. Vous voyez, Taponen, il est un peu entre 2-3 aspis et... Oui, ça tourne pas, hein, ça tourne pas. Hein. Ouais, c'est ça, mais, oui, c'est ça, il est aussi en dehors de la trajectoire. Alors là, je pense, j'avais vraiment, Tuka Taponen, il avait vraiment pas imaginé un Grand Prix pareil pour lui. Oui, il y a eu du sous-virage, c'est ça. Hein. Bah, il y a eu du sous-virage et ça a pas pu tourner. Ça fait déjà un énorme favori au tapis. Alors, on rappelle, c'est pas fini. C'est juste qu'il partira dernier pour le Grand Prix demain. Si je suis Taponen, je pars à l'aéroport directement. C'est pas une mentalité de pilote, ça. C'est pas une mentalité de pilote. Hein. Il reste quand même un Grand Prix et on sait pas ce qui peut se passer. On sait pas ce qui peut se passer. C'est vrai qu'en partant 27ème, faire un last to first à Macao, ce serait quand même, assez exceptionnel, j'avoue. Et Tuka Taponen peut faire des performances exceptionnelles, mais peut-être pas à ce point quand même. Bon, en attendant, pour nos pilotes français, ça s'est quand même bien passé. Hein, Dellini alors, pour Dellini, vraiment, on sent qu'il était pas loin de passer troisième, mais peut-être il aurait pu passer troisième s'il avait pris peut-être un peu moins de marge avec Noël Léon, mais Noël Léon, il était vraiment à 2 doigts de la perdre. Donc je pense que Dellini a pas trop voulu jouer le feu, a pas trop voulu jouer avec le feu. On rappelle, c'est une course qualificative. On est là pour déterminer l'ordre de départ du Grand Prix de demain. Donc ça sert à rien de vouloir passer, enfin, ça sert à rien de vouloir tout tenter pour passer troisième ou quatrième. Voilà. Voilà, puisque si au final ça s'était résulté en crash, ça aurait fait un départ en 25e position. Là, c'est pas la même. Hein. Ils n'ont pas le push-to-pass à Macao, contrairement au reste de la saison, ça se jouera à l'Aspi. Oui, ils n'ont pas le push-to-pass puisque c'est pas les mêmes moteurs tout simplement. En Freca, c'est les moteurs Alpine Oreca, alors que ici, c'est les moteurs Alfa Romeo, c'est les moteurs classiques qu'on retrouve notamment au Moyen-Orient ou dans d'autres championnats, en Océanie, etc. Et la safety car qui a l'air de rester, hein. La safety car qui devrait finalement durer un tour de plus finalement. Comment marche la qualification? Alors quelle qualification? Puisqu'il y avait une séance de qualification classique, il y avait une Q1 jeudi, une Q2 vendredi, où en fait, ouais, on va repartir pour un tour de safety car, je crois. Les lumières sont toujours allumées sur la voiture.
Donc il y avait deux séances de qualification. Le meilleur temps était pris de ces deux séances pour déterminer l'ordre de départ de la course qualificative. Et là, tout simplement, si la course qualificative finissait dans cet ordre, on aurait cette grille de départ pour le Grand Prix demain. Donc on aurait Ugo Chouko en pole position devant Goethe, Léon, Deligny, Slater, Webster, Nael, Palou, Gilter, etc. Deligny qui met un pressing sur un pilote de F3, c'est pas pour me déplaire. Alors, c'est vrai que c'est un côté positif. J'ai un peu critiqué, c'est vrai, dans ma preview, le fait qu'il y ait des pilotes de F2, de F3 qui viennent à la Coupe du Monde de Formule Régionale, où c'est vrai que dans l'idée, j'aurais bien aimé que ça soit que des pilotes de Formule Régionale venant des quatre coins du monde qui s'affrontent, etc. pour la Coupe du Monde et tout. Mais c'est vrai que du coup, ça permet à certains pilotes de Formule Régionale de se mettre en exergue, d'affronter des pilotes supposément meilleurs, ou en tout cas avec plus d'expérience. Et c'est vrai que Deligny met des coups de pression à un futur pilote Prema F3, Noël Léon, on rappelle, qui sera dans la Prema de Formule 3 en Formule 3 l'an prochain. Là, on revoit le départ. Ouf, les coups de roue que ça se fait en ligne droite, c'est incroyable. Et on va revoir, alors, je sais pas si on va revoir le moment à Théophile Nael. Oh, c'est dommage, hein, Slater qui a vraiment fermé la porte sur Nael, parce que Théophile Nael, il faisait un excellent départ. Il aurait même peut-être pu passer 5ème. Hein. Il aurait même peut-être pu passer 5ème. Alors là, il y a le crash d'Ogawa, il y a le crash de Taponen, ok. On va revoir le départ, on va voir Noël Léon, la voiture. Mais ils vont jamais me la montrer. Merci beaucoup à Darksider83, deuxième mois de Prime. Merci beaucoup. Deligny va tellement gagner la course demain. En tout cas, Deligny fait un très bon début de week-end et ça, c'est très positif déjà. On va revoir en caméra embarquée de Dino Beganovic vraiment au cœur du peloton. Il est juste derrière James Wharton sur sa ART. Là, il prend le meilleur sur Mattia Kolnaghi. La MP orange. Alors, Beganovic, il avait de la chance. Il était seul pour passer ce virage-là. Le virage où Taponen et Ogawa se sont crashés. Et ça lui a permis de prendre l'intérieur sur Wharton, d'être bloqué là par Jin Nakamura. Jin Nakamura qui a été ultra prudent. Il a freiné ultra tôt le pilote japonais. Oh, l'entonnoir qui est ce virage, on se rappelle en 2018, l'énorme... 2017 peut-être 2017 je crois. L'énorme crash du Grand Prix de Macao pour Sophia Flörsch, c'était à ce virage-là. Alex Dunn, qui lui aussi partait au cœur du peloton, qui partait 18ème. Qui a Alexander Abkazava à sa droite. La Saint-Éloque ici. Ici, je crois que c'est Rinicella. Oh, Rinicella à gauche, Kolnaghi à droite. Deux pilotes MP italiens. Peut-être futur coéquipier chez MP en Eurocup 3 l'an prochain. Comment ça s'est passé entre les deux? Oh, et Sota. Là, vous voyez la voiture qui a débordé. Là, à l'extérieur, c'était Sota Ogawa. Et bon, il n'a pas pu finir le dépassement, on va dire. Oh, Alex Dunn qui est passé dans un trou de souris sur la MP. Et sur... Oh, non, pas sur Jin Nakamura. Oh, ça venait de loin. Ça venait de loin. Ça venait de loin d'Alex Dunn, en tout cas, qui a gagné 4 positions, le pilote irlandais. Le pilote irlandais qui a des rumeurs, il pourrait... le pilote McLaren, pilote soutenu... Oh, très joli extérieur sur la MP de Rinicella. Très 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 joli. De Kolnaghi, pardon. Rinicella, il l'avait déjà passé sur Kolnaghi. Il a mis les deux MP dans le rétro. Oui, Alex Dunn, le pilote McLaren, qui est en grosse discussion pour directement monter en Formule 2. L'an prochain, peut-être chez Rodin, c'est ce que disent les rumeurs. Alors que la safety car va enfin partir, on va avoir le droit à 7 tours. Et Ugo Chouko qui va faire la relance, il a relancé tôt. Il a relancé tôt et a complètement endormi Oli Goethe. Oli Goethe qui va pas être sous pression. Par contre, Enzo Deligny est très bien placé sur Noël Léon. Enzo Deligny qui se décale à l'intérieur. C'est peut-être plus de l'intimidation qu'autre chose. Attention à pas non plus s'exposer à Freddy Slater. Maintenant, on va être sous régime de drapeau vert. Enzo Deligny, c'est peut-être un peu décalé trop tôt. Et Théophile Nael aussi qui est bien placé dans les rétros, dans les échappements de Cooper Webster. Théophile Nael, la voiture bleue et blanche en 7ème position. Et disqualification pour Mari Boya. Je pense que ça c'est pour son assistance sur la grille de départ. Mari Boya qui est disqualifié. Enzo Deligny, oh, toute la poussière qui a été mise par les commissaires de course pour évacuer les voitures d'Ogawa et Taponen. Enzo Deligny à l'extérieur. Freddy Slater qui va tenter à l'intérieur. Attention à pas tout perdre. Théophile Nael.
à ce moment-là, pour la 6ème place sur Cooper Webster, on va pas voir la fin du dépassement. Et attention, on a la préma d'Alex Dunn sur Jin Nakamura pour la 13ème place. Ça va pas passer. Alex Dunn se range derrière le pilote japonais. Est-ce que Théophile Naël est passé sur Cooper Webster? On n'a pas vu la fin du dépassement. La réalisation qui a préféré rester sur les prémas. Et c'est dommage, j'aimerais bien avoir plus de... Oui, il y a 10 secondes de pénalité pour James Wharton. Et Théophile Naël est bien placé et bien passé sur Cooper Webster. Très opportuniste, le pilote français. Le pilote français qu'on devrait retrouver normalement en Formule 3 l'an prochain. Hein. On devrait le retrouver en Formule 3 l'an prochain chez Van Amersfoort Racing, mais ce n'est pas encore signé, ça reste à confirmer pour le pilote français. Là, en tout cas, il fait un très très bon début de course qualificative. Il va falloir tenir ça jusqu'au bout pour le pilote stéphanois de l'équipe stéphanoise Saint-Éloque. Alors par contre, pour Théophile Naël, s'il veut continuer à remonter, là ensuite, ça va être un très très gros morceau, puisque devant lui, c'est Freddy Slater. Hein. SJM, sponsor principal de l'événement, donc faut montrer les Théodore. Alors c'est oui, Théodore Préma, c'est vrai que le nom complet des Préma sur cette épreuve, c'est les Théodore Préma, voilà, mais bon, c'est un peu dommage de les montrer. J'aurais bien voulu voir la fin du dépassement de Théophile Naël, peut-être qu'on aura l'occasion de le revoir. Donc ici, on rappelle, drapeau jaune. Honnêtement, j'ai pas compris, elle vient pourquoi la pénalité pour James Wharton. James Wharton qui est actuellement 10ème, enfin là, la pénalité, ça va tellement... ouais, ça va le mettre tout au fond, quoi. Ça va le mettre tout au fond. Ouais, Marie Boya disqualifiée, ça veut dire que Taponen partira avant-dernier. Certes, faut voir faut voir les choses comme ça, c'est vrai. Ah, Enzo Dellini, il peut y avoir une bataille pour la 2ème place. J'ai l'impression que Noël Léon, il a vraiment le rythme d'Oli Goethe, alors que Ugo Gochoukou s'éloigne devant. Il commence à creuser un petit écart, un écart de plus d'une seconde. Alors c'est pas comme en F1, c'est pas comme en F2 ou en F3, il n'y a pas le DRS. C'est plus que voilà, hein, à 6-7 dixièmes, il y aura beaucoup plus un phénomène d'aspiration qui va se produire. Freddy Slater, qui est aussi proche d'Enzo Dellini, elle est longue cette ligne droite, elle est longue. Enzo Dellini qui va devoir défendre l'intérieur. Je pense que Slater part de trop loin, honnêtement. Alors qu'on a Evan Gilter dans le fond qui va essayer de passer sur Matteo De Palo. Non, ça ne va pas passer à l'extérieur. Et James Wharton qui est toujours là, qui est toujours en piste. On a 2 ART face à 2 PHM. Hein. Pour la 8ème place, on a 2 Palo face à Gilter. Et on a pour la 10ème place Wharton face à Rachid Aldaeri. Rachid Aldaeri, on le rappelle, c'est son premier week-end de Formule régionale. C'est des très bons débuts. Alors que pourtant, il avait été très... discret, on va dire, sur 2 saisons de F4 italienne avec Prema. On l'a jamais vu aux avant-postes. Mais là, pour un premier week-end de Formule régionale, il fait du très très bon boulot, le pilote émirati. Ugo Gochoukou, un petit peu moins à l'aise hein, sur les premiers secteurs, sur le début du circuit, puisque Oli Goethe est revenu à 1 seconde. Alors, par contre, Freddy Slater, il met une bonne pression à Enzo Dellini quand même. C'est frustrant que Enzo ait pas pu passer sur Noël Léon au départ. Mais en même temps, peut-être que lors du Grand Prix, il l'aurait fait. Peut-être que lors du Grand Prix, il aurait complété le dépassement. Mais là, pour la course qualificative, ça vaut peut-être pas le coup, honnêtement. Donc non, pour répondre à Mangwin, il n'y a pas le push to pass. Hein. Il n'y a pas le push to pass car c'est pas les mêmes moteurs tout simplement qu'en Freca. C'est des moteurs Alfa Romeo, donc pas de push to pass. Que l'aspiration et le talon du pilote. Oh, il est en train de faire un sacré bouchon Matteo De Palo en 8ème position. Alors que Goethe revient un petit peu. Il est revenu hein, un peu sur Ugo Gochoukou, pas assez pour faire une tentative de dépassement au freinage au premier freinage au virage numéro 3. En tout cas, il y a vraiment un top 7 qui se détache, puisque après c'est le train-train, c'est le De Palo Train. Pourquoi drapeau jaune dans un secteur? C'est le secteur avec l'épingle qu'on a vu tout à l'heure. C'est un circuit, enfin c'est un virage où globalement on peut presque pas passer à 2 de front. Donc voilà, malheureusement drapeau jaune permanent. Hein, ça vient des éditions précédentes. C'est pas pour cette édition là, mais ça a toujours, enfin c'est comme ça depuis pas mal d'années. Evan Gilter à l'aspiration sur Matteo De Palo, le pilote français à l'extérieur, voiture rouge et noire. Attention à ne pas faire une Ogawa ou une Taponen. Il a dû lâcher. Alors que Oli Goethe est presque à hauteur d'Ugo Gochoukou et Slater qui a malheureusement passé Enzo Dellini. Attention, Cooper Webster qui va percuter Théophile Naël qui va devoir sortir. Cooper Webster qui a fait n'importe quoi ce virage. Mais c'est pas possible. Et il y a une ART qui est sortie. Et Théophile Naël qui va devoir reprendre sa position.
Théophile qui est ressorti juste devant Alex Dunn et Nakamura. Oh non, c'est pas possible. C'est pas sérieux, Cooper Webster qui a fait n'importe quoi. Et drapeau jaune. Drapeau jaune. Il y a des voitures qui ont dû rester sur le carreau peut-être. Donc Slater a passé des lignes. Il y a une PHM qui est restée sur le carreau. J'arrive pas à voir qui c'est. Mais purée, c'est... Mais le pire freinage des Français. Il y a Deligny qui a perdu une place. Gilter qui en a perdu une. Naël qui en a perdu 5. 6. Bon, au moins nos Français sont toujours en course. Hein. Ils sont 5e, 10e et 12e, mais c'est si frustrant pour Théophile Naël, qui faisait un début de course fantastique. Alors, qui est resté sur le carreau, là? Ah bah peut-être Abkazava. C'est Alexander Abkazava, c'est la deuxième Saint-Élope qui est restée sur le carreau. Ah. Non, Abkazava et Kolnaghi, je crois. Vu ce qui se passe dans le classement des dernières places. Oui, c'est Mattia Kolnaghi. C'est Mattia Kolnaghi, le pilote soutenu par Richard Mille et All Road Management qui est parti. Au moins, tu as ton top 5, top 10, top 15 maintenant. Certes, c'est pas comme... Enfin, j'avais pas envie d'avoir raison dans ce sens... Enfin, ça m'allait que les trois soient dans le top 10, hein. Ouais, ça mouille, genre en mode... Oui, oh oui, oh oui, attends, safety car. Alors, il y a la safety car qui a été indiquée. Est-ce que là, il commence vraiment à pleuvoir? Parce que c'est vrai que les voitures sont beaucoup plus lentes. Attendez, je vais voir le live timing à côté. Et merci beaucoup à Maflax7 pour le follow, merci à toi. On a atteint le cap de la mi-course, il reste 4 tours. Il reste 4 tours et honnêtement... Ah, je suis vraiment déçu, c'est vraiment dommage pour Théophile Naël. Donc la safety car qui va intervenir pour qu'on puisse dégager la voiture du pauvre Mattia Kolnaghi. Mattia Kolnaghi qui avait fait une bonne séance de qualification, c'est dommage. Il faut rester en vie dans cette course qualificative. Hein. Alors qu'on va revoir la caméra embarquée d'Alex Dunn. Et on va revoir, il tentait un dépassement sur Jin Nakamura. D'ailleurs, il va réussir ce dépassement sur Jin Nakamura. Il va voir Théophile Naël surgir des échappatoires du virage 3. Un drapeau rouge comme s'il vous plaît, comme ça les Français récupèrent leur place si seulement. Ah mais oui, mais regardez, la caméra elle est floue. Elle est floue, ça commence vraiment à plus. Mais en fait, c'est ça commence vraiment à glisser. C'est pour ça que tout le monde se loupe à ce freinage-là. Et on va voir, hop, Théophile Naël, coucou. Théophile Naël qui va gêner Nakamura et du coup Dunn va en profiter. Dunn en profite pour passer le pilote japonais. Naël qui va se prendre une pénale pour son retour en piste, je le sens. J'y ai pensé, j'ai pas osé le dire. Mais en fait c'est ça, hein. Ça glisse pour tout le monde. C'est mouillé, regardez, il y a personne qui a pris vraiment le virage de façon simple. Et ouais, Cooper Webster qui a shooté Théophile Naël dans le plus grand des calmes malheureusement. Mais enfin bon, ouais, et malheureusement je crois que c'est Gilter là qui est passé aussi dans les échappatoires, qui a perdu une place. Et James Wharton, sa pénalité, il la fait pas du coup? Non, je sais pas, flemme. Il peut pas freiner le mec derrière Naël, mais enfin vous avez vu même pour Ugo Chukwu, pour Goethe, etc. ça glissait. Bon, le problème pour Cooper Webster, c'est qu'il y avait Théophile Naël qui était vraiment juste devant lui. Et regardez tous les parapluies qui sont sortis. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Est-ce que on arrête la course, on met tout le monde des pneus pluie et on repart pour 3 tours? Ou est-ce que tous... Et drapeau rouge. Donc, drapeau rouge. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il se passe maintenant? Est-ce que on arrête la course et on la fait reprendre avec des pneus pluie, au risque évidemment que ce soit le chaos le plus complet? Ou est-ce qu'on s'arrête là tout simplement? Webster aussi c'est un pilote inexpérimenté. Ouais, non, mais c'est un pilote inexpérimenté, etc. Oh, en vrai, voilà, Naël est toujours en vie, il est toujours là, il est toujours 12e. Voilà. Et puis là, il était 6e, c'est vrai. Et je pense que Webster aura très probablement une pénalité pour ça, hein. Enfin, logiquement. Qu'est-ce qu'on en fait de la course? Est-ce qu'on s'arrête là? Je pense que c'est ce qui doit se... Je pense que les commissaires doivent se demander qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tout le monde change les pneus? Est-ce qu'on s'arrête là? Pour l'instant, il n'y a pas d'indication de la part de la direction de course. Je vais essayer de voir, peut-être les gens sur Discord ont peut-être un peu plus d'informations sur le Discord de Feeder Series.
Ah, je suis deg pour Théophile quand même. C'est vrai, il faisait vraiment une course enfin, vraiment incroyable. Non, a priori, le Discord de Feeder Series n'a pas d'infos. Ok. Je crois que c'est trop tard, malheureusement, les positions vont rester figées. Mais. Bah, c'est vrai que ça voudrait dire relancer pour 3 tours. Hein. Enfin. En soi, c'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible. Et on rappelle quand il y avait eu le drapeau rouge final, quand il y avait eu le drapeau rouge final lors de la séance de qualification, ça avait pas du tout. Et que ça avait pas du tout repris, il l'avait annoncé dès le début. Race will not qualifying will not be resumed. Là, pour l'instant, il n'y a pas d'annonce. Donc la course va s'arrêter, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Très honnêtement, s'il n'y a pas d'annonce, pour moi, ça veut dire que ça peut peut-être repartir. Hein. Il est quelle heure? Il est 16h18. Il est 16h18 à Macao. Ça peut encore le faire. Hein. On peut encore faire la course là. Hein. Donc là, tous les pilotes devraient normalement rentrer au stand. Tout le monde suit la voiture de la voiture de sécurité dans les stands. S'il y a un nouveau départ, je me demande quel ordre va être retenu. Alors honnêtement, je me ferais peut-être pas trop d'espoir pour Théophile Naël. Je me ferais pas trop d'espoir puisque le drapeau rouge, il a été mis après quasiment un tour entier de safety car. Donc je pense malheureusement que Théophile Naël pourra pas récupérer sa place. Je pense. Et c'est vrai que ça mouille pas beaucoup, en tout cas ça mouille pas beaucoup visuellement, c'est vrai qu'on n'a pas les sprays comme on voit en Formule 1, ou comme on a vu par exemple au week-end de Monza. Il reste 3 tours, en plus il devrait y avoir un tour de formation, donc il resterait vraiment que 2 tours. Ouais, il n'y a plus de course après, donc en soi, et puis surtout le Grand Prix de Macao c'est la priorité. On n'est pas comme en F3 ou en F2 où parfois il y a des courses ou des qualifications qui s'interrompent un peu plus tôt parce que bah vite il y a la F1 qui arrive derrière. Là c'est pas pareil. Le Grand Prix de Macao, ça a beau être de la Formule régionale, c'est le Grand Prix de Macao, c'est l'événement principal quoi. Honnêtement, pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de message, pour moi ça veut dire la course reprendra un peu plus tard. Hein. Et du coup, James Wharton, il est là, 8ème. Il a une pénalité, mais non, ça va, on reste comme ça ou que pour les petits? Oh, par contre, l'onboard de la qualité de la X-Dun, je le trouve. Enfin, je trouvais c'était en 4K l'onboard de Dunn comparé à l'onboard de Taponen qui était dégueulasse ou de Beganovic. L'onboard de Dunn était super propre. Après, avec la pénalité de Wharton, ça fait P11 pour Naël, décevant, mais c'est sûr, ça aurait pu être tellement pire. Bah voilà, faut voir les choses comme ça. Et puis même peut-être, on peut imaginer très facilement une pénalité pour Cooper Webster, ça peut faire top 10 aussi. Euh, voilà, moi ce que j'ai bien aimé surtout, c'est qu'on a vu Théophile Naël faire des dépassements. On l'a vu faire des belles choses, on l'a vu remonter. Mais c'est vrai qu'évidemment, il y a de la frustration, parce que Théophile Naël pourrait être 6ème à l'heure qu'il est. Après, voilà, hein, si, on a déjà vu aussi... Et la course reprendra bien dans 10 minutes. 10 minutes. Et donc, ça va donc chausser des pneus plus pour tout le monde. Ah là là, oh le chaos, oh le chaos, oh là 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 là. Bon, profitons bien de nos 3 Français dans le top 12. La course de Macao rapporte des points de super licence. Là, comme ça, j'aurais dit non. Je vais vérifier. Je vais vérifier, mais là, comme ça, je ne pense pas. Ah, mince. On rappelle, hein, toutes les formules de promotion, ça donne des points de super licence. Hein. La Freca, par exemple, le champion gagne 25 points. La F3, le champion gagne 30 points. En F2, le top 3 gagne 40 points. Et il faut 40 points de super licence pour rouler en Grand Prix. J'essaie de voir. Alors, gagner le Grand Prix de Macao, ça fait gagner 5 points. Ouais, je pense que c'est tout. C'est tout. C'est tout, il n'y a pas de barème. Parce que par exemple, en Freca, on donne des points. Oh là par contre, ça commence vraiment à être détrempé. Hein. Ça commence vraiment à être détrempé. Et le fait que les voitures roulent pas en plus, l'eau va stagner. Enfin bon, vous suivez aussi la F1, vous savez que ça peut vite être un cercle vicieux. Hein. À quoi ça sert donc d'y rouler hormis gagner de l'expérience? Non mais c'est Macao.
c'est Macao. Déjà, mais oui, déjà gagner de l'expérience sur un circuit urbain. L'air de rien, pour énormément de pilotes, Macao, c'est la première fois que, pour ces pilotes, que les pilotes roulent en circuit urbain. Hormis Evan Gilter, qui a déjà roulé à Pau, hormis Evan Gilter qui a déjà roulé à Pau, pour tous les autres, Macao, c'est leur premier circuit urbain. Ouais, pneus plus obligatoires, bon ça on pouvait on pouvait s'y attendre. On pouvait s'y attendre. Donc oui, le vainqueur gagne 5 points de super licence. Est-ce que c'est pour ça qu'on voit certains pilotes de F2, F3 y venir? En vrai, je pense pas. Enfin, pour moi, c'est pas dans l'optique d'avoir des points de super licence, c'est plus dans l'optique de gagner le Grand Prix de Macao. Ceux de F3 ont roulé à Monaco aussi. Oui, mais les pilotes de F3 qui sont ici avaient déjà fait Macao l'an passé, si je ne dis pas de bêtises. Genre Goethe, Léon. Ouais, je pense qu'ils avaient déjà fait Macao l'an passé. Voilà, qui était à l'époque la Coupe du Monde de Formule 3, maintenant c'est la Coupe du Monde de Formule régionale. Donc ouais, la piste bien détrempée, honnêtement. Donc on va avoir un tour de formation, ensuite on va avoir 2 tours, ça va être 2 tours de shootout. Enfin vous savez de toute façon, hein, quand on a ça en F1, voilà, ça se passe rarement bien, sans compter que voilà, en qualification, sous la pluie ou sur le sec, de toute façon, on a eu 12 drapeaux rouges. Ugo Chuko avait aussi fait Macao l'an passé en F3, oui, aussi. Mais lui, par contre, n'a jamais fait Monaco. Là, honnêtement, je saurais pas dire. En fait, tout peut être relancé. Là, c'est la pire nouvelle qui pouvait arriver, genre pour des pilotes comme Ugo Chuko, Goethe, Léon, etc. Ça peut virer complètement au chaos. On peut avoir un Alex Dunn qui peut sortir en tête de tout ça. Hein. On sait pas. Hein. On sait pas. Ça peut être vraiment le chaos. Surtout qu'en plus les pilotes depuis ils se sont habitués à nouveau à cet asphalte sec. Alors ils ont déjà eu la chance de rouler sous la pluie lors de la journée de jeudi qui était quasiment entièrement mouillée. Mais quand même, va falloir se réhabituer un peu, etc. Un pilote de fond de peloton pourrait tenter les slicks. Non, ouais, regardez à l'écran, il y a écrit les pneus pluie sont obligatoires. Donc non, tout le monde en pneus pluie. Non. On le sent le parking improvisé au virage 3, mais on le sent mais d'une force. Mais déjà, on a vu au départ sur le sec, il n'y a même pas besoin de pluie pour qu'il y ait le chaos avant le freinage. On a eu un très gros crash de Sota Ogawa dès le virage 2 avec Tuka Taponen qui l'a suivi. Alors qu'on bouge la préma de Dunn de place. Étrange. Je sais pas trop ce qu'ils font. Alors qu'on a... Là on est... Attendez. Je commence pas trop... Ah oui. Là, on est dans l'onboard de Dino Beganovic. On voit d'ailleurs des personnes de Saint-Eloc. On a vu notamment Morgan Caron, le directeur monoplace de Saint-Eloc, parler à Sébastien Chetaille, le grand patron de Saint-Eloc. Évidemment, au chevet de Théophile Nael et de sa voiture, shootée par Cooper Webster. Ils sont garés trop proches les uns des autres. Hein. Ok. Alex Dunn à l'image. Peut-être futur pilote F2. En tout cas, c'est ce que veut la rumeur, hein, qui a été évoquée par Auto Hebdo, évoquée par Feeder Series aussi. Après, s'il y a un énorme strike au 3, ce sera juste drapeau rouge et fin de session. Alors, oui. Et surtout, mais encore une fois, ça dépend de quand est-ce qu'ils font le drapeau rouge. Ça dépend de quand est-ce qu'ils font le drapeau rouge, puisque s'ils font le drapeau rouge direct après, ça veut dire on prendra le classement au tour précédent. Par contre, s'il y a un tour complet d'effectuer et ensuite on met le drapeau rouge, un peu comme là il y a eu, voilà, ça veut dire que le classement, que le classement peut changer. On rappelle reprise de la course dans 4 minutes à 9h30 heure française. Les pilotes se remettent dans leur voiture. Alex Dunn, 13e. Lui qui avait été 2e de la course qualificative l'an passé, ça avait été vraiment la révélation. En 2023, il n'avait aucune expérience de Macao, aucune expérience de la Formule 3. Il avait été invité de dernière minute par Hightech et il avait été vraiment propulsé aux avant-postes. 2e de la course qualificative et tout proche du futur vainqueur Luke Browning. Et malheureusement,
il s'était crashé lors de la course, lors du Grand Prix. Qu'est-ce que ça peut donner maintenant pour Alex Dunn? C'est une position totalement différente, puisque cette fois, il n'est pas dans la position du jeune rookie, mais il est dans la position du favori. Il est dans la position, enfin, du favori dans une préma, ça ajoute encore plus de pression. Voilà, il y a eu cette qualification où malheureusement il n'a pas pu éviter la voiture accidentée de Rintaro Sato. Il a dû s'élancer de la 18e position. Il a déjà gagné 5 places. Il est 13e. Maintenant, voilà, il y aura deux tours avec des pneus pluie, sous la pluie, sur une piste détrempée. Qu'est-ce que ça peut donner pour le pilote irlandais? Oh là là, ça s'est tellement empiré si rapidement. Honnêtement, je commence même à avoir un doute. Est-ce que les pilotes vont faire qu'un seul tour de formation? C'est pas si évident, hein. À Monza, par exemple, à Monza, je crois qu'ils avaient fait 2 tours de formation sous la pluie, hein. Ça va être un carnage au virage 3. Ça peut vraiment, il y a vraiment des possibilités que je on verra. On verra ce que vont décider les commissaires après le tour de formation. Mais pour moi, il y a une possibilité non négligeable que la course ne reprenne pas, ou en tout cas finisse sous safety car, hein. Théophile Naël à l'image. Voiture numéro 14, le pilote stéphanois qui finit quand même très fort sa saison. Alors certes, il y a pour l'instant cet excellent week-end de Macao, où certes il a été shooté par Webster, mais avant ça, ça faisait quand même, il était quand même 6e. Il a quand même fini extrêmement fort sa saison, le pilote français qui a enchaîné les top 5, qui a fait sa première victoire, sa première pole position. Ça a été le seul pilote français à signer une pole position en FRECA cette année. D'ailleurs, on aura une pensée pour Alessandro Giusti, notamment Alessandro Giusti qui avait été quelques jours sur l'entry list du Grand Prix de Macao. Il était censé être dans la MP numéro 3. Ça ne s'est pas fait. Au final, il a été remplacé par Mattia Colnaegui. Selon mes informations, en tout cas, normalement, il est toujours censé aller chez MP en Formule 3. Alors que le départ va être redonné dans 1 minute. Qu'est-ce qu'Alessandro Giusti aurait pu faire? On sait qu'Alessandro Giusti, en plus, il s'est fait une énorme réputation sous la pluie, tout comme Evan Gilter. D'ailleurs, pour Evan Gilter, ça peut être une excellente nouvelle, hein, ces conditions pluvieuses. Mais non, mais c'est le déluge là maintenant. C'est encore pire. Oh là là, c'est le déluge. Regardez à l'image, c'est le déluge désormais. Honnêtement, si ça reprend sous safety car, désormais, personnellement, je vois pas la course reprendre. En tout cas, je vois pas le drapeau vert. Je vois pas le drapeau vert être donné. Là, en 2 minutes, on a eu la même caméra au virage 3. Ça a complètement changé. Alors que là, oui, il est 16h30, les enfants, il est 16h30, faut y aller. Et c'est reparti, sous régime de voiture de sécurité. Le déluge ne touche pas tout le circuit, on dirait. Top, bah ça va être encore pire comme ça. Vous savez, ça va faire comme au Mans. Alors au Mans, c'est un circuit de 13 km, ici que de 6 km, les petits joueurs. Mais c'est vrai qu'on peut avoir sur des circuits aussi gros, hein, ça se voit aussi à Spa, mais on peut avoir des parties sèches, des parties complètement détrempées. Et dans la pit lane, c'est quasi sec. Ah ouais, mais là, va y avoir une belle surprise en arrivant au virage 3, hein. Je vois tellement pas la course repartir, on sait jamais. On sait jamais. Mais regardez ici, à cet endroit-là. Merci beaucoup à Alice 100 pour le follow. Vous êtes vraiment beaucoup dans le chat, ça fait vraiment plaisir. Et d'ailleurs, pour tous ceux là qui sont présents dans le chat, on se redonnera rendez-vous pour le vrai Grand Prix demain aussi, même heure, même chaîne. Oh là 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 là, ça peut pas repartir. Alors déjà, même sous voiture de sécurité, il faut que tout le monde arrive à passer ça, hein. Parce que là, c'est pas évident. Regardez, ça fait les... J'allais dire, ça fait les chasse-neige. C'est de l'eau, mais vous avez compris l'idée. Mais même sous régime de voiture de sécurité, ici, ça peut complètement sortir, hein. Franco Colapinto sera peut-être le pilote le plus approprié pour nous le témoigner. Mais genre, cette partie là, tout le deuxième secteur, c'est mort. C'est
beaucoup trop détrempé. En fait, c'est pas que je pense pas les pilotes pas capables de rouler sous la pluie, etc. Déjà, ils l'ont déjà bien fait. Et ils l'ont bien fait en essai libre, en qualification. Le truc, c'est qu'on est dans un contexte où, en qualification, il y a eu 12 drapeaux rouges. Je sais pas si vous vous rendez compte, sur les réseaux sociaux, le week-end a été comparé au 13, enfin, au week-end réputé de Monza F3 européenne 2015, qui avait été un week-end catastrophique où la course avait été même interrompue en cours de route car les standards de pilotage étaient trop mauvais et que les pilotes se crachaient tout le temps. Et là, honnêtement, on a un peu ce même contexte. Hier soir, tous les pilotes ont été invités à un briefing pour sur les standards de pilotage, sur ce genre de choses, etc. Honnêtement, et ici c'est complètement sec. C'est complètement sec. C'est génial. Il y a tous les éléments réunis pour le chaos. Évidemment, beaucoup de pression. Alors qu'on voit Arnaud Deligny d'ailleurs à gauche sur le papa d'Enzo qu'on voyait à l'image. Donc on passe le bonjour. Pour l'instant, son fiston est toujours là, cinquième. Toujours meilleur des rookies. Hein. Merci beaucoup à Surispliff33 pour le follow. Puisque Freddy Slater, lui, avait déjà fait Macao en F4. Enzo Deligny, lui, il découvre le circuit de Macao. J'ai déjà roulé en kart sous la pluie, ça ne freine même pas, on est obligé de relâcher l'accélérateur en pleine droite, j'imagine même pas ce que ça va être en formule régionale. Mais ouais, non mais surtout c'est complètement sec. Tout le reste du circuit, en fait, ça, c'est assez exceptionnel. Il n'y a de la pluie que dans le secteur 2, que dans le freinage, où en plus il y a les opportunités de dépassement. Où il y a le plus d'opportunités de dépassement. Alors il y a toujours les feux hein, sur la voiture de sécurité, là on est à la fin du circuit. Non, a priori on va repartir pour un nouveau tour. On va repartir pour un nouveau tour sous safety car. Ouais, les feux restent allumés. S'ils s'éteignent maintenant, ça peut encore être bon, ça serait très tard, mais non, on va repartir pour un nouveau tour. Donc ça veut dire que si la course se reprend, il n'y aura qu'un seul tour sous drapeau vert. Ce qui serait encore pire, c'est vraiment tous les éléments réunis pour le chaos. Mais ça s'est déjà vu, hein. En tout cas, il y a un peu de frustration parce que je sais qu'il y a des pilotes sous la pluie qui sont très très bons. Je pense notamment à Evan Gilter qui adore, qui nous a sorti des vraies masterclass toute la saison de Frécasse sous la pluie. Je pense au Castellet, je pense à Imola, je pense à Monza, Evan Gilter sous la pluie. Il adore ces conditions. Théophile Naël, vraiment pas dégueu non plus, comme il l'avait prouvé à Monza. Enzo Deligny aussi à Imola avait fait quelque chose, mais voilà, pour moi vraiment nos pilotes français ils ont vraiment énormément de chance sous la pluie, donc mais il y a aussi le risque qu'ils perdent tout. On rappelle c'est une course qualificative, il faudrait pas tout perdre non plus. Tuka Taponen pourra nous en parler, lui qui partira avant-dernier en tout cas avec la disqualification de Marie Boya. Le déluge semble passer, mais le déluge semble passer. Oui, mais regarde ça, même la safety car elle est en aquaplaning ici. Oh là 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 là. Oh Slater, oh Slater, oh Slater. Vraiment, les pilotes roulent sur des œufs sur cette partie. C'est incroyable. Alors par contre, oui, j'ai pas tant l'impression qu'il pleuve. Alors, je vois encore des parapluies dans les tribunes. Mais là, comme ça, Non mais tout ce secteur, et même la remontée, là, c'est encore... c'est bien mouillé encore. Hein. Mais voilà, honnêtement, je ne pense pas que ça va relancer. Au vu des standards de pilotage, au vu de tous les crashs qu'on a eu, je ne pense pas que les commissaires tenteront le coup. D'ailleurs, les commissaires, le directeur de course qui est Rui Marquez, le futur directeur de course de la Formule 1, qui remplacera Niels Wittich au Grand Prix de Las Vegas. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je l'avais retweeté sur Twitter du coup, Niels Wittich qui avait été le directeur de course de ce célèbre meeting de F3 européenne 2015 à Monza où les standards de pilotage avaient été catastrophiques.
qui est ensuite devenu directeur de course de la F1 et qui voilà s'est fait remplacer cette semaine par Rui Marquez qui est à la tête de ce Grand Prix de Macao. C'est un monde assez petit. Hein. Quand t'es commissaire en Formule 2 promotion, t'as des chances de monter en F1. Je sais pas si c'est forcément bon signe pour la F1, mais voilà, en tout cas, c'est un petit monde, hein, celui des commissaires de course. Alors qu'on ici c'est complètement sec. Il y avait du beau monde sur ce Grand Prix de Monza F3. Oui, il y avait du beau monde, mais ça savait pas piloter. Le crash Stroll Giovinazzi, oui, bah voilà, hein, deux pilotes qui sont d'ailleurs montés en F1 par la suite. Ici, pour l'instant, on n'a eu qu'un seul gros carton, je trouve. C'était le carton au début de la séance de la deuxième qualification. Mais quand même, 12 drapeaux rouges. Pour moi, ça va pas relancer. Pour moi, ça va pas relancer. Et voilà, petite frustration pour des pilotes comme Evan Gilter. Alors qu'on arrive à la fin du tour, il y a toujours les feux sur la safety car. Malheureusement, je pense qu'on va se prendre une petite clim, hein, et que ça ne va pas reprendre. Il faudrait que les feux s'éteignent maintenant. Il faudrait que les feux s'éteignent maintenant. Non. Vraiment, j'ai mon regard focalisé sur les feux, mais non, ça va pas s'éteindre, ça va pas s'éteindre, on va finir sous safety car. Bon. On va faire un dernier tour sous safety car. C'est frustrant, c'est frustrant. Bon, en tout cas, si vous voulez, voilà, si vous voulez assister à du spectacle, puisque là c'est sûr, on finit sur notre fin, on reste sur notre fin. Mais voilà, il y aura le Grand Prix de Macao demain 8h30. Enfin, je commencerai le stream à 8h20 à peu près comme aujourd'hui. Et normalement ça devrait être sur piste sèche. D'ailleurs, il n'était pas censé pleuvoir. Hein. Il n'était pas censé pleuvoir aujourd'hui. Il n'était pas censé pleuvoir demain non plus. Et on a Adrien David aussi à droite de l'image. Ouais, tout ça pour ça. Ouais, bah c'est vraiment underwhelming comme fin, puisque c'est vrai que ils auraient pu finir il y a 3 tours. Après, je pense que voilà, ils voulaient voir comment les conditions de piste allaient évoluer. Mais il y a de la frustration là pour terminer cette course, pour terminer ce live. Pourtant, le début de course avait été bien, hein. Avait été mouvementé. Il y avait eu des dépassements, il y avait eu des crashs aussi. Euh, ouais, c'est vrai que c'est vrai que cette partie. Alors attention, hein, il faut quand même que tous les pilotes ne sortent pas. Il faut que tout le monde passe sans encombre ce virage. Tout le monde est très prudent quand même. Et pour l'instant, je n'ai vu aucune enquête, hein, pour aucune pénalité pour Cooper Webster. À voir aussi pour James Wharton, qui n'a toujours pas pris sa pénalité. C'est combien de tours demain? Si je ne dis pas de bêtises, 15 tours, hein, qui sont prévus demain au programme, alors que pour la course qualificative, il y en avait 10. Merci à Games from Jurassic pour le follow. Slater plus 3 places n'empêche. Oui, il partait 7ème, il est monté 4ème. C'est quand même c'est même très probablement le grand vainqueur de cette course. Matteo De Palo qui a aussi gagné 3 places. Théophile Naël aurait dû être ce vainqueur. C'est frustrant. Théophile Naël aurait dû être aussi, alors je dis pas vainqueur de la course, hein, mais au même titre que Slater, Théophile Naël aurait dû être l'un des vainqueurs de cette course qualificative. Et voilà, il partait 8ème, il allait faire 6. Il y aura de la frustration évidemment du côté de Naël, mais le rythme était là. Il y aura de la frustration aussi du côté de Gilter, puisque voilà, on sait sous la pluie son niveau. Et même d'ailleurs, Evan Gilter qui a aussi perdu des positions, qui a aussi été. En fait, pour les Français, tout s'est joué au même endroit. Hein. Tout s'est joué au même endroit. Au même moment, Deligny a perdu une place sur Slater, Gilter a perdu 2-3 places, Naël s'est fait sortir par Webster. Il y a eu des éditions avec de la pluie qui ont continué, tu veux dire, oui, enfin il y a déjà eu Macao sous la pluie. Alors j'avoue ne pas être le plus grand spécialiste de Macao, d'ailleurs, pour ceux qui suivent sur Twitter, Tristan Tapin-F1 m'avait posé des questions sur le nombre de records de drapeaux rouges à Macao. J'avais pas su lui répondre parce que c'est pas une stat qu'on peut trouver facilement comme ça sur internet. Mais j'avoue, Macao c'est un Grand Prix qui a été interrompu pendant de très longues années. Moi je suis dans le game des formules de promotion depuis 2021 on va dire. Et je suis vraiment impliqué à fond dedans depuis fin 2019. Et globalement, Macao,
pendant la période Covid, c'était une course de Formule 4 chinoise. Et j'ai commencé vraiment à m'impliquer dans le Grand Prix de Macao que en 2023, quand il y a eu le retour de la Coupe du Monde de F3, quand ça a commencé à redevenir une épreuve internationale. Donc j'avoue que je suis pas le plus grand spécialiste de Macao, mais il n'empêche qu'on aura quand même du très beau spectacle demain. Alors la safety car qui éteint ses feux, bah c'est malin, tiens, c'est malin. L'époque a augure pour cher, tard l'époque. Ah là là. Ça c'est ce qui m'a fait tomber amoureux des formules de promotion, ça. Première édition que je regarde, bah alors... Tu peux être un peu frustré de comment la course s'arrête, mais en tout cas le début de course était vraiment très 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 sympa. Et je pense aussi qu'on aura un Grand Prix tout aussi sympathique avec Enzo Dellini qui partira 5ème. Gilter et Naël, je pense pas qu'ils partiront 10 et 12, je pense qu'ils partiront peut-être 9 et 11, voire même peut-être 8 et 10. Ça dépendra des pénalités des pilotes devant. En tout cas, James Horton, il va tout perdre avec ses 10 secondes de pénalité, puisque que ça finisse sous safety car, c'est la pire nouvelle pour lui. Il n'a pas pu creuser d'écart, il va tomber au fond du classement. Et donc, on va avoir la victoire en course qualificative d'Ugo Gochukwu qui partira en pole position demain devant Oliver Goethe, Noël, Léon, Freddy Slater, Enzo Dellini, Cooper Webster, Matteo De Palo. Et ensuite, voilà, on verra ce que décideront les commissaires. Alors c'est marrant, il y en a qui ont attendu un peu. Tout le monde n'a pas forcément suivi. Je sais pas pourquoi. En tout cas, voilà, on peut se féliciter chez RS. On a plus vu Adrien David que certains pilotes. Hein. On a plus vu Adrien David que certains pilotes. Une fraude pour rien, un pilote détesté par le streamer et un palindrome parfait. Voilà le podium. Un bon résumé. Un bon résumé. Non, en vrai, surtout que Ugo Gochukwu, voilà, il a fait... Mais regardez, ils sont limite plus rapides dans le tour d'honneur que sous safety car. Imaginez, il y en a qui sortent lors du tour d'honneur, ce serait exceptionnel. Bon, en tout cas, pour les Français, il y a quand même du positif. Hein, alors certes, ils ont tous les trois ont perdu des places. Même si je pense que Gilter retrouvera sa place originelle. D'ailleurs, si on montre le live timing, James Wharton n'a toujours pas été déclassé. Enfin, il n'a toujours pas reçu ses pénalités. Mais attendez. Je sais pas pourquoi James Wharton n'a toujours pas reçu ses pénalités. Attendez, j'actualise. Mais logiquement, James Wharton, il devrait tomber. Hein. Enfin, on est d'accord, il a reçu 10 secondes de pénalité. Hein. Il a reçu 10 secondes de pénalité, du coup il devrait vraiment tomber au classement en dehors du top 15, en dehors du top 20 peut-être. Je suis en train de voir le live timing à côté. En tout cas voilà, on se retrouvera à 8h20 demain matin pour le Grand Prix de Macao. On espérera une course entière, parce que c'est vrai que voilà, les 3 derniers tours ont été un peu underwhelming. C'est sûr, on s'attendait à un peu plus de spectacle, mais voilà, avec les standards de pilotage qu'on a eu en qualification, je comprends, ça n'a pas voulu tenter le diable. Mais Wharton, ouais, normalement Wharton il devrait être rétrogradé à la 23e place, donc avec ses 10 secondes de pénalité. Donc je comprends pas trop ce qu'on attend pour le classement. En attendant, écoutez, Pinnacle est géré par VAR il me semble. Alors, c'était le cas. C'était le cas il y a quelques années encore au Moyen-Orient, notamment en Formule régionale Moyen-Orient, mais récemment non. En tout cas, pour le Grand Prix de Macao, il n'y a pas eu de collaboration officielle en tout cas. Il y a une collaboration avec KCMG qui est une équipe engagée en Super Formula. Mais normalement, oui, Pinnacle, ils ont une coopération avec VAR, mais en tout cas, il n'y a pas eu de mention de cette coopération pour le Grand Prix de Macao. Donc je ne sais pas ce qu'il en est officiellement. Écoutez, on va se quitter sur cette victoire, sur cette pole position, on peut dire, d'Ugo Gochukwu, victoire en course qualificative, pole position pour la course de demain. On verra ce que donne la grille de départ officielle, mais je pense qu'il y a moyen que nos Français, notamment Gilter et Naël, récupèrent quelques positions avec les pénalités de pilotes devant eux. En tout cas, c'était une très belle course jusqu'au drapeau rouge. Et on se retrouvera pour le Grand Prix de Macao demain. Rendez-vous à 8h20 sur la chaîne, départ prévu à 8h30. Et d'ici là, eh bien, passez à tous une excellente journée. Et on se dit à demain. Bye bye.